Mes chers collègues, pour ce premier conseil de l'année 2015, permettez-moi, même si jamais on est un peu avancé déjà dans cette année, de vous souhaiter à chacun d'entre vous tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets. Je voudrais donc souhaiter que pour notre Assemblée, on ait des séances qui se passent comme celles qui se sont passées donc l'année dernière, c'est-à-dire avec le respect des uns et des autres, et surtout des discussions donc qui sont franches et ouvertes. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc je déclare ouverte cette 10e séance ordinaire de notre conseil municipal. Nous avons à désigner donc un secrétaire des séances. Je vous propose traditionnellement le Benjamin donc de l'Assemblée en la personne de M. Charpentier, s'il accepte cette lourde tâche. Merci. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de M. Pékin à M. Gachet, de Mme Parpaillon à Mme Simonet et de M. Vrignot à M. Perrier. Nous avons un procès-verbal du conseil municipal, celui du 8 décembre, à approuver. Avez-vous des remarques? Non, donc je le considère comme adopté. Nous avions une question en préalable qui avait été posée la dernière fois sur les CESU. Je pense que M. Charpentier peut peut-être nous donner la réponse. Mme Bourguignon l'a demandé. Oui, donc comme vous nous avez interpellé par rapport au chèque CESU, donc nous sommes renseignés et comme nous sommes personnes morales, les personnes morales ne peuvent pas accepter les chèques CESU. Voilà, c'était la réponse que nous avions eue des différentes instances. Donc moi, on s'est renseigné de notre côté et du coup, on parlait des CESU avec le CE et les employeurs. Oui. Donc en fait, on peut les accepter. Donc il suffit de faire une délibération au conseil municipal et on peut les accepter et de faire une convention avec l'URSSAF. Ça, c'est ce que vous avez. Vous nous passerez les documents, parce que nous, les documents qu'on avait, ils n'étaient pas acceptés en ce qui concerne les mairies. Et en plus, depuis 2009, c'est sans frais. Donc il n'y aura aucun frais pour la mairie. Vous nous passerez les documents et nous, on regardera. Mais en ce qui nous concernait, nous, ils n'étaient pas acceptés. Donc voilà. Bon, je crois que vous verrez après. Vous échéangerez les documents et on demandera. Place de minage qui m'a tout expliqué. D'accord. On demandera à ce moment-là directement à la préfecture, puisque c'est elle qui va régir en fait cette chose-là. Donc comme ça, on sera sûr de notre coup. Bon, merci. Nous avons un dossier qui est un dossier donc assez particulier, qui est celui du rapport de la Cour régionale des comptes. Je vous rappelle quelle est la règle. Ce rapport est dans le cadre d'un rapport global qui a été fait à la fois sur la communauté de communes et sur la commune de Luçon. Donc vous savez que la communauté de communes a rendu la sienne. Que nous, de notre côté, donc, nous avons ce rapport dont nous allons parler ce soir. Nous devons donc en donner lecture. Et je rappelle aussi la règle qui fait que lorsque on publie ou lorsqu'on se sert d'une partie du rapport de la CRC, on ne peut pas, le sortir de son contexte, et deux, il doit forcément être accompagné de la réponse qui est faite donc à ce rapport. C'est la loi, je me permets de le rappeler, qui malheureusement n'avait pas toujours été respectée lors du dernier mandat. Et donc, on va faire de la manière suivante, puisque, si vous voulez, lorsque le rapporteur de la Cour régionale des comptes vient ici, il fait un pré-rapport. Ce pré-rapport demande une réponse donc, de la part de l'ordonnateur, c'est-à-dire du maire, et que ensuite il y a donc avec cette réponse un rapport donc définitif qui est donné par la Cour régionale des comptes. C'est celui qu'on va lire donc ce soir. Et ils ont, au moment de la réponse, c'est-à-dire au moment où ils nous ont envoyé la dernière mouture de leur rapport, ils ont inclus à l'intérieur donc de leur rapport des réponses qui étaient les miennes. Donc pour que les choses soient claires, nous allons faire cette lecture à deux. Il va y avoir M. Bonin qui va lire
donc ce qui émane de la Cour régionale des comptes. Je dirais les passages qui sont à l'intérieur de ce rapport qui émanent de mes réponses, comme ça c'est clair, net et précis, de même que sur le rapport définitif, les réponses que j'ai faites et qui ont été validées par cette même Cour, donc qui seront dites par moi. Voilà. Alors à la fin, bien entendu, nous aurons un débat tel que le préconisent donc les textes. Et donc, nous allons faire cette lecture à deux, et je donne donc la parole à Monsieur Bonnat. Merci, Monsieur le maire. Bien, tout d'abord, donc la lettre adressée donc par le président. Je vous adresser par la lettre du 28 novembre 2014 le rapport d'observation définitive pour les années 2009 et suivantes concernant la gestion de la commune de Luçon que vous administrez. Votre réponse a été enregistrée au greffe de la Chambre le 29 décembre 2014. La procédure est désormais close et vous trouverez ici joint le rapport complété de votre réponse. En application de l'article L. 243.5 du Code de justification financière, ce rapport doit être communiqué à votre conseil municipal dès sa plus proche réunion. Il doit être inscrit à son ordre du jour, être annexé à la convocation adressée à chacun des membres du conseil municipal et donner lieu à un débat. À compter de la date de cette réunion, que je vous serai obligé de me faire connaître, la communication du rapport, complétée des réponses à toute personne en faisant la demande, est de droit. J'en transmets par ailleurs une copie aux représentants de l'État dans le département et au directeur départemental des finances publiques. Je vous serai gré, Monsieur le maire, je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de ma considération distinguée. Juste avant de continuer, j'ai oublié de vous dire quelque chose qui est importante. C'est que la dernière fois, la Cour régionale des comptes nous avait demandé de leur passer l'intégralité de l'enregistrement qui a été fait du conseil municipal. Donc il y a de grandes chances qu'ils le fassent encore cette fois-ci. Donc que vous soyez bien au courant que la Chambre régionale des comptes va avoir l'enregistrement de ce conseil municipal. Principales observations du rapport. La situation financière de la commune apparaît stable sur les 5 derniers exercices. La capacité d'autofinancement brut, avant paiement du capital de la dette, a retrouvé en 2013 son niveau de 2010 et 2011 à 2 millions d'euros après une baisse en 2012. Le financement propre disponible pour les investissements après l'amortissement de la dette n'a pas été suffisant pour financer les dépenses d'équipement, lesquelles, de 2 millions d'euros en moyenne par an sur la période passée, se sont accrues depuis 2012, ce qui a généré la mobilisation de nouveaux emprunts en 2012 et 2013. L'encours de la dette, qui reste à un niveau élevé et présente encore des emprunts antérieurs à risque, a diminué régulièrement et de manière significative au cours de la période, moins 2,8 millions d'euros. La commune a su tirer profit des opérations aboutissant à un désendettement du fait d'un contexte financier plus favorable. Elle reste attentive aux possibilités de restructuration de sa dette afin d'optimiser son profil en faisant baisser les risques et les taux. En matière de dépenses de fonctionnement, la croissance limitée des dépenses de personnel et une maîtrise des charges à caractère général ont contribué à la bonne situation financière de la commune. La commande publique, qui ne présente pas d'anomalie, y contribue également. La politique des ressources humaines s'efforce de concilier une maîtrise globale des coûts par une stabilité des effectifs, une politique sociale en faveur du personnel globalement volontariste. La commune a correctement suivi les observations faites lors du contrôle précédent. La fiabilité des écritures comptables apparaît satisfaisante, sous quelques réserves restant à corriger, ce à quoi s'est engagé l'ordonnateur. La fiabilité budgétaire respecte la présentation attendue des documents budgétaires et l'exécution budgétaire apparaît correcte, y compris au titre des dépenses d'investissement. Toutefois, le budget annexe de l'assainissement affiche des résultats moins satisfaisants puisque les investissements réalisés par rapport aux crédits votés au budget n'atteignent que 50 à 60% par an. Recommandation. Il est recommandé à la commune de Luçon de finir de fiabiliser les écritures comptables
en particulier les dotations aux amortissements, et de veiller à l'adéquation entre l'état de l'actif et le compte de gestion. De coupler les prévisions de dépenses d'investissement du budget annexe de l'assainissement au niveau des dépenses de voirie inhérentes à ces travaux. Le contexte du contrôle et les caractéristiques de la commune. L'examen de la commune de Luçon, à compter de l'exercice 2009, a été inscrit au programme 2014 de la Chambre. L'ouverture du contrôle a été notifiée le 6 janvier 2014 à Pierre-Guy Perrier, maire de la commune. L'entretien de fin de contrôle a eu lieu le 1er juillet 2014. Le précédent contrôle, qui concernait les comptes 2002 à 2006, avait constaté le non-respect de certaines dispositions réglementaires. Ces différents points ont été actualisés par un examen de la situation début 2014, appuyé par les documents et informations transmises par la collectivité. La Chambre relève que la commune a tenu compte des observations faites lors du précédent contrôle. La commune de Luçon, pôle économique du Sud-Vendée et ses 10 000 habitants, ont rejoint la communauté de communes du Pays de la Mer en janvier 2006. Les chiffres de l'INSEE montrent que le nombre d'emplois sur la commune est passé de 5 299 en 1999 à 6 412 en 2009, soit plus 21%. Le maire est M. Pierre-Guy Perrier, conseiller régional, élu en 2001 et réélu en 2008 et 2014. Le conseil municipal est composé de 29 conseillers municipaux, dont le maire et ses 7 adjoints. 14 conseillers municipaux sont dans la majorité et 7 sont dans l'opposition. Sur cette partie, j'ai fait une réponse. Le contexte du contrôle et les caractéristiques de la commune. Comme signalé dans le rapport, la ville de Luçon s'est efforcée à suivre à la lettre les recommandations du dernier contrôle de la Chambre régionale des comptes, et ce malgré un contexte très contraignant. En effet, la crise économique d'une particulière violence a rendu très délicat l'application stricte de ces recommandations. De fait, la situation économique a eu un impact très sensible sur la conduite budgétaire de la ville, d'autant plus que le Sud-Vendée a été particulièrement touché par des fermetures d'entreprises, en particulier chez notre voisine Fontenay-le-Comte. Toutefois, la commande politique a été constante. Répondre à toutes les remarques de la forme de la Chambre régionale des comptes, dans son rapport de 2008, financièrement finaliser la maîtrise des flux de dépenses et de recettes dans un plan strict qui conduira à terme la ville de Luçon à rester dans le cadre des préconisations en termes de ratios financiers. Cela doit être réalisé sans casser la dynamique de développement nécessaire à la croissance d'une collectivité. Comme le signale le rapport, cette commande politique a été scrupuleusement respectée et l'effort engagé doit être poursuivi. La fiabilité des écritures comptables. L'examen a concerné les opérations de cession, les écritures d'amortissement, les subventions transférables, les provisions, les charges à répartir, les dotations aux amortissements et les imputations comptables de certaines immobilisations. L'examen exhaustif des écritures d'amortissement passées au budget principal n'a pas permis d'observer d'anomalies susceptibles de remettre en cause la fiabilité des comptes. 2 points peuvent être néanmoins améliorés. D'une part, certains frais de réalisation de documents d'urbanisme, le compte 202, n'ont fait l'objet d'aucun amortissement, ou certains pour de très faibles sommes, alors que l'instruction comptable M14 précise que les faits ainsi engagés doivent être amortis dans un délai qui ne peut dépasser 10 ans. D'autre part, les immobilisations relatives au réseau d'assainissement sont inscrites dans les comptes du budget principal et n'ont pas fait l'objet d'amortissement avant 2012. Confère le tableau en annexe. Or, cette procédure est obligatoire en application de l'article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le budget annexe zone industrielle de Luçon enregistre des revenus d'immeubles sans que les immeubles concernés fassent l'objet d'amortissement. L'article L. 2321-1 du CGCT dispose que les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues d'amortir les immeubles productifs de revenus. Ce budget annexe a un compte d'immobilisation 2138, autres construction, dont le solde est de 187 067,47 € au 31 décembre 2012.
L'état de l'actif précise que ce montant correspond à un bâtiment entré à l'inventaire du budget annexe en 2002. Cet actif aurait dû être enregistré au compte 2132, immeuble de rapport, et faire l'objet d'un amortissement. En effet, les recettes de ce budget annexe sont enregistrées principalement au compte 752, revenus et immeubles, qui correspond au loyer payé par une société pour un montant annuel de 55 511,20 € en 2012. Dans sa réponse, le maire indique que certaines écritures comptables ont déjà été régularisées et que d'autres l'ont été au budget 2014. Première recommandation, la Chambre recommande néanmoins à la commune de finir de fiabiliser l'ensemble des écritures comptables. Suite à la réception du rapport provisoire, nous avons immédiatement réagi à ce jour. Toutes les remarques comprises dans ce paragraphe ont été rétablies selon les préconisations du présent rapport. La fiabilité budgétaire. La présentation des documents budgétaires. Le document support au débat d'orientation budgétaire sur la période 2009 à 2013 est développé des pages 15 à 20. Le DOB 2013 est organisé autour des points suivants: les principes généraux proposés, les résultats 2012, et s'agissant de 2013, les propositions pour les grandes masses et les grandes orientations pour le fonctionnement, ainsi que pour l'investissement. La Chambre constate que le DOB est correctement développé. Le budget pour l'année 2013 est par ailleurs présenté sous forme d'une note de 7 pages. La section de fonctionnement évalue tout d'abord les différentes recettes attendues. Au titre des impôts et taxes, il est prévu une augmentation de 2,80% liée à la dynamique des bases sans variation des taux. Le résultat de fonctionnement reporté s'élève à 1 319 855 €, qui correspond au résultat global 2 139 237, diminué de la somme affectée aux investissements au compte 1068 pour 819 382 €. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées de façon prudente. Les dépenses d'équipement sont listées. Il s'agit le plus souvent d'opérations pour lesquelles des restes à réaliser 2012 existent et dont l'exécution se poursuivra en 2013. L'exécution budgétaire. L'exécution budgétaire du budget principal apparaît globalement satisfaisante, en particulier pour les dépenses d'équipement. Les restes à réaliser peuvent paraître relativement élevés chaque année, mais cela reflète une exécution de programmes d'investissement sur 2 exercices. Les crédits annulés sont relativement faibles du fait d'une prévision budgétaire correcte. L'état de la connaissance physique du patrimoine communal. Les documents produits par le comptable. L'examen de l'état de l'actif arrêté au 31 décembre 2012 pour le budget principal et le budget annexe d'assainissement montre que l'ensemble des informations prévues par la nomenclature comptable est présent, hormis la date de mise en service de l'immobilisation. Au niveau de la cohérence comptable, les valeurs brutes inscrites à l'état de l'actif correspondent aux enregistrements comptables des comptes de classe 2. Concernant les amortissements, les montants inscrits à l'état de l'actif sont également en accord avec le compte de gestion. Quelques anomalies ont cependant été observées à l'état de l'actif du budget principal, comme l'inscription du cybercentre intercommunal, situé 12 avenue du Maréchal Delattre à Luçon, au compte 21 318 de la ville de Luçon, pour une valeur de 67 999,26 €, alors qu'il relèverait des comptes de la communauté de communes. Par ailleurs, des écritures au compte 21 532 et 24 22 sont à rectifier. Quelques anomalies ponctuelles ont donc été relevées sur l'état de l'actif du budget principal. Le maire s'est engagé en lien avec la trésorerie à sortir le cybercentre de l'état de l'actif de la commune et à procéder aux rectifications nécessaires. Comme dans le cas précédent, toutes les écritures sont réalisées à l'exception du compte 24-22 qui nécessite la recherche d'écritures complémentaires qui doivent être fournies dans un futur proche par le comptable du Trésor. Les documents produits par la collectivité. Les états des immobilisations reçues sont aisément exploitables. Ils comportent pour chaque immobilisation le numéro de compte, le libellé du compte, un numéro individuel d'inventaire et un numéro individuel de fiche, l'intitulé de l'actif, la date d'acquisition, la durée de l'amortissement, la valeur brute d'acquisition, l'amortissement pratiqué, la valeur nette comptable. Pour autant,
La comparaison entre l'état de l'actif du comptable et l'inventaire des immobilisations produits par la ville au 31 décembre 2012 révèle certaines absences ou divergences qui sont reprises dans le tableau présenté en annexe. Certaines immobilisations en cours sont maintenues au compte 23 de l'état de l'actif du comptable, alors que dans son état des immobilisations, la collectivité les a transférées au compte 21 correspondant, notamment le compte 2135, confère tableau en annexe. D'autre part, elle ne fait pas apparaître les immobilisations mises à disposition de la communauté de communes au compte 24-23, alors qu'elle en est toujours propriétaire. Enfin, le compte 2315, installation en cours, comprend les travaux en cours datant de 2005 et 2008, qui auraient dû faire l'objet de transferts au compte 21 concerné. Le tableau en annexe recense ces travaux en cours. De manière générale, la ville doit actualiser les imputations comptables des différentes immobilisations en lien avec la trésorerie municipale afin de parvenir à valoriser de manière exacte son patrimoine. La commune s'est engagée en lien avec la trésorerie à intégrer en 2014 les immobilisations inscrites au compte 23. De la même manière, nous nous rapprochons du comptable du Trésor pour comparer ligne à ligne nos inventaires. Toute différence sera immédiatement rétablie dès que ce travail d'importance sera achevé. La situation financière. La situation financière de la commune apparaît globalement satisfaisante. La commune de Luçon par rapport à la moyenne de la strate. Les principales caractéristiques de la commune peuvent être identifiées par rapport à des communes comparables, de 10 000 à 20 000 habitants. Au niveau des ressources, un produit fiscal comparable, mais une dotation globale de fonctionnement, la DGF, moins élevée. Au niveau des dépenses, un niveau de subvention un peu plus élevé, mais surtout des charges d'intérêt presque 2 fois plus fortes, qui traduisent un encours de dette significatif. En revanche, les dépenses personnelles sont nettement plus faibles que celles de la strate. Bon, vous avez en tableau, bien sûr, en euros par habitant, hein, donc la situation de Luçon en 2012 et la strate en comparatif. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. De toute façon, on pourra y revenir tout à l'heure, hein, lorsque le débat aura lieu. La commune de Luçon par rapport à la moyenne de la strate. Il s'agit de la principale cause financière structurelle qui a conduit Luçon à un endettement conséquent depuis des décennies. En effet, les dépenses en fonctionnement sont plus faibles que la moyenne de la strate. En parallèle, il existe une très grande faiblesse des recettes de fonctionnement, en particulier due à une dotation globale de fonctionnement bien en dessous de la moyenne. Comme le montre le tableau du rapport, il manque 34 € par habitant, soit environ 340 000 € par an. Ceci a conduit à un excédent de fonctionnement insuffisant pour alimenter un autofinancement correct pour la réalisation des investissements. De ce fait, les municipalités successives ont fait appel à l'emprunt pour réaliser les investissements nécessaires à la vie de la collectivité. Conscient de cet écueil, nous avons conduit une politique volontariste pour effacer cet état structurel. La commande politique a été une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement, un investissement limité à la nécessité de la qualité de vie des habitants de la commune et à ceux pouvant créer de la croissance, une maximisation des recettes disponibles, critères DGF et subventions. Il est à noter que plusieurs demandes ont été faites au service de l'État afin de nous expliquer la faiblesse des bases de la dotation globale de fonctionnement et de nous donner les moyens de pouvoir les rectifier afin que Luçon soit traité comme les autres collectivités. Aucune réponse à ce jour ne nous est parvenue. Quoi qu'il en soit, les résultats sont aujourd'hui probants, comme le montre le tableau ci-dessous. Vous avez donc les produits de fonctionnement qui sont étalés donc de 2006 à 2013, les dépenses de fonctionnement. La différence entre les deux vous donne donc les résultats de fonctionnement. Quand vous regardez donc le départ en 2006, où nous étions à 61, moins 3, moins 20, alors que les villes de la strate étaient à 142, 139 et 121. Et quand vous arrivez en bas du tableau, on arrive à 150, 153, 122, 144 et 144, 132. C'est-à-dire que le retard a été comblé. Ainsi, les excédents de fonctionnement sont aujourd'hui comparables à ceux des villes de la strate et ceux depuis 5 ans. Ceci montre que,
Malgré la faiblesse des recettes de fonctionnement, la ville de Luçon est sortie de l'effet structurel qui l'a conduit à un fort endettement. Ceci permet aujourd'hui d'envisager un désendettement progressif de la ville. Le suivi de cette dette est fait scrupuleusement depuis des années, comme le montre le graphique suivant. Depuis 2000, une série d'investissements nécessaires à la croissance de la ville ont été réalisés. Le but était de ne jamais dépasser en euros constants le niveau de 1995. Depuis 5 ans, l'essentiel des besoins ayant été couverts, et donc les besoins de structure étant plus faibles, l'endettement par habitant a pu diminuer significativement. Ceci, doublé de la sortie de l'effet structurel ci-dessus décrit, permet une prospective de désendettement qui devrait conduire la ville à rejoindre des ratios d'endettement normaux dans les années à venir. Le schéma suivant montre donc quelle est la dette que l'on avait en 1995 par habitant. La ligne violette montre ce même montant indexé sur l'inflation, de manière à ce qu'on soit en euros constants. Et vous avez donc sur la ligne bleue, en fait, l'endettement par habitant sur les années, calculé année par année. Et donc, pour que ce soit comparable, bien entendu, ces chiffres-là, étant de l'année, il fallait qu'il y ait une indexation sur la première ligne. Et vous voyez donc que depuis 2009, il y a un désendettement par habitant qui est significatif et qui marque la sortie de l'effet structurel de l'endettement de la ville de Luçon. La Cour des comptes le relève dans quelques pages plus loin d'ailleurs. Bien, on continue. Donc une certaine modération financière constatée en fonctionnement se retrouve également au niveau des dépenses d'équipement sur la période 2010 à 2012. Ce moindre investissement reflète les contraintes financières de la commune au regard de sa capacité d'emprunt en baisse. Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire fait valoir que la DGF est plus faible que celle de la moyenne de la strate en raison de bases historiquement faibles. Il précise également que le résultat de fonctionnement de Luçon est désormais comparable aux villes de la strate, ce qui permet d'envisager un moindre recours à l'emprunt et la poursuite du désendettement. Présentation du budget. Malgré 4 budgets annexes, le budget principal concentre la quasi-totalité des recettes et dépenses et la majorité de l'actif de la collectivité. Les masses du budget principal, 11,7 millions d'euros, représentent 97% du volume total des dépenses et 93% des recettes. L'analyse financière a donc été principalement consacrée au budget principal. Les budgets assainissement et lotissement seront également évoqués. Les constats ont été réalisés à partir de données issues des comptes administratifs et de la gestion de la commune. La capacité d'autofinancement brut, CAF brut. Les produits de gestion et les charges de gestion ont progressé de manière comparable sur la dernière période de 5 années, respectivement de plus 1,6% et plus 1,7%. Confère tableau en annexe. L'excédent brut de fonctionnement, l'EBF, qui donne une première indication sur l'équilibre primaire du budget, apparaît stable sur la période à 2,5 millions d'euros. L'autofinancement, ou la CAF brute, trouve en 2013 son niveau de 2010 et 2011 à 2 millions d'euros, après une diminution en 2012. Ainsi, au cours des 5 dernières années, on constate une stabilité de la situation financière avec une CAF brute de 18,2% des produits de gestion, ce qui est satisfaisant et conforme aux moyennes comparables. Donc vous avez le tableau donc, sur la structure des coûts de charges de gestion courante. Les charges courantes sont stables depuis 3 exercices. Ensuite, tableau avec le résultat donc, de la section de fonctionnement. Le résultat de la fonction de fonctionnement, qui est le résultat budgétaire de l'exercice, s'est amélioré en 2013 par rapport à l'année précédente, sans atteindre néanmoins son point haut de l'année 2011. Le financement de l'investissement. La capacité d'autofinancement CAF net disponible, confère le point 4 relatif à la dette et tableau en annexe, a diminué en 2012 et 2013 en raison essentiellement, comme le précise le maire dans sa réponse, d'une erreur d'imputation d'une dépense de remboursement anticipé temporaire sur un compte de remboursement effectif de l'emprunt.
Des produits de cession élevés en 2012, 519 000 euros, ont toutefois limité partiellement cette diminution cette année-là. Les dépenses d'équipement s'élèvent en moyenne à 2 millions d'euros par an sur les 5 exercices. Il existe toutefois une différence entre le début de période de 2009 à 2011, une moyenne de 1,5 million d'euros, et la fin de période, 2 millions d'euros en 2012 et 3 millions d'euros en 2013. Ces dépenses d'équipement ont généré un besoin de financement accru en 2012, 672 000 euros, et surtout en 2013, 2,1 millions d'euros. Cette situation a conduit à accroître le volume des emprunts en 2012, 1,4 million d'euros, et en 2013, 0,8 million d'euros. Au total, sur la période, il est constaté une légère mobilisation du fonds de roulement et global, moins 75 000 euros. Ce résultat peut être rapproché avec le compte administratif, confère tableau en annexe. Les travaux en régie connaissent quelques variations, des pics en 2013, en 2011 et 2013, avec une moyenne sur la période de 100 000 euros. L'annuité en capital de la dette s'est accrue de plus de 500 000 euros en 2012 et 2013, dégradant la capacité d'autofinancement CAF net disponible. Le financement propre disponible pour les investissements diminue de manière constante depuis 2009. Ça, c'est ce que disait la Cour des comptes. La réponse est en 2012. Les excédents de trésorerie ont permis le remboursement de 500 000 euros qui n'étaient pas prévus sur les échéances initiales. Ainsi, la ville s'est désendettée de 500 000 euros supplémentaires. Il est vrai que cela a dégradé exceptionnellement la CAF nette disponible de ce même montant. Cependant, cette apparence négative est erronée puisqu'en parallèle, les ratios d'endettement se sont améliorés. En 2013, il a fallu régulariser une imputation de dépenses inscrite à tort sur le compte 1641 à la demande de la trésorerie pour 320 000 euros. Or, dans la CAF brute, seules les dépenses du compte 16 sont retenues, alors que budgétairement, il y avait une recette et une dépense du même montant, et donc une opération nulle. En 2013, la CAF nette passe de 495 000 euros et 815 000 euros, si on ne tient pas compte d'une réimputation qui fait gonfler artificiellement le chapitre de remboursement d'emprunt, dans la mesure où on retrouve la somme de 320 000 euros en dépenses et en recettes, sans qu'il y ait de flux de trésorerie. Vous avez donc le tableau qui explique cette réponse, qui est due tout simplement à une erreur d'écriture au départ et ensuite une écriture comptable qui est tout à fait logique et demandée par la trésorerie de Luçon. Excusez-moi. Vous trouvez ensuite le tableau des ressources fiscales, donc les impôts locaux, avec donc en explication, les ressources fiscales connaissent une progression régulière sur la période de plus 4%. Les impôts locaux se sont accrus de 600 000 euros en 5 ans, soit 120 000 euros de plus par an en moyenne. Les autres ressources fiscales connaissent un certain dynamisme, en particulier la taxe sur les activités industrielles. Les taux des impôts sont restés identiques sur la même période. Le maire précise dans sa réponse aux observations provisoires qu'en dépit de taux d'imposition en apparence élevés, la pression fiscale par habitant est, en raison d'une faiblesse structurelle des bases, inférieure à celle de la moyenne de la strate. Concernant les ressources fiscales, il a été porté une attention particulière à ce que les impôts directs ne soient pas supérieurs à la moyenne de la strate, afin de ne pas pénaliser l'attrait de la ville de Luçon, comme le montre le tableau ci-dessous. Les sources et Minéfi, ce sont les fiches du ministère des Finances, en euros par habitant. Donc vous voyez les montants en euros par habitant des impôts de la ville et ceux des villes de la même taille, pour la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti. Toutefois, sur le tableau suivant, la faiblesse des bases fait apparaître des taux d'imposition élevés avec, en 2013, les taux que vous avez ici, avec ceux de la ville et ceux de la strate. Ceci a pour conséquence de donner l'apparence d'une fiscalité élevée sur Luçon, alors que la pression fiscale exercée sur chaque habitant est inférieure aux villes de la même strate. Là encore, les questions posées au service de l'État pour remédier à ces phénomènes sont restées sans réponse. Malheureusement, cela nuit à l'image de la ville et freine la venue de nouveaux habitants. La Chambre observe cependant qu'en valeur absolue, ceux des habitants, qui sont aussi des contribuables, payent à Luçon davantage d'impôts locaux qu'ils n'en auraient payé dans des villes de taille comparable.
C'est une phrase un peu difficile à comprendre, c'est pour ça que j'ai fait une réponse pour bien l'éclaircir, et qui a été validée par la Chambre. De fait, si l'on additionne le compte 7311, impositions reçues, et le montant des impositions exonérées, contre 74 834 et 74 835, le contribuable luçonnais paierait davantage d'impôts locaux que dans les villes de taille comparable. Cependant, la volonté d'exonération Cependant, la volonté de la municipalité de faire une politique sociale appuyée entraîne un montant d'exonération important. Il en résulte que le contribuable luçonnais paie en euros par habitant un montant moins élevé que des villes de la même taille. La fiscalité reversée. La fiscalité reversée par l'État et l'intercommunalité est stable sur l'ensemble de la période. 1,7 million €, donc en référence en tableau annexe. Les ressources d'exploitation. Les ressources d'exploitation ont augmenté en 2010 pour connaître une baisse stabilisée en 2012 et 2013, moins 56 000 €. Cela s'explique par l'évolution des deux ressources principales, les prestations de services qui connaissent une baisse depuis 2010 et 2011, et les revenus locatifs qui ont diminué depuis 2010. Ensuite, vous avez donc les tableaux des ressources d'exploitation, donc qui est affiché. Le second tableau, donc, ce sont les ressources institutionnelles, donc dotation globale de fonctionnement, dotation de l'État et toutes les participations. Les ressources institutionnelles, telles que la dotation globale de fonctionnement, la DGF principalement, considérées comme rigides, ont globalement diminué sur la période avec une chute plus marquée en 2010. Baisse de la dotation d'aménagement de 110 000 € et de la péréquation de 115 000 €. La dotation d'aménagement a toutefois progressé de nouveau depuis 2011. On peut relever en outre la diminution en 2013 de certaines participations. La communauté de communes reverse 80% des sommes versées par le syndicat mixte du Pays Vendée Atlantique, SMPVA, le parc, SMPVA, ce qui représentait 81 000 € en 2012, mais il n'y a pas eu de versement en 2013. Les autres participations diminuent de 38 000 € en 2013, en raison notamment d'un décalage des ressources relevant du contrat enfance-jeunesse reversé par la communauté de communes du Pays Né de la Mer. Le maire précise en réponse qu'entre 2008 et 2010, du fait du passage de la ville au-delà du seuil de 10 000 habitants, celle-ci a perdu 103 400 €. Tableau suivant, donc vous avez les charges à caractère général. Les charges à caractère général augmentent de 1,3% par an en moyenne, plus 1,7% sur les 5 années. Sur 12 postes budgétaires, 9 diminuent sur la période, notamment les déplacements et les missions, et 3 augmentent. Il s'agit des achats, plus 3,8%, des honoraires, études et recherches, et du poste publicité, publications et relations publiques, plus 6,4%. Pour les achats, la commune a connu une forte augmentation des dépenses en 2012 sur 2 postes, énergie et électricité, plus 75 000 €, et combustible, plus 30 000 €, qui provient de l'augmentation des prix combinés au décalage des périodes de chauffage. Pour les honoraires, études et recherches, la forte augmentation en 2010 s'explique essentiellement par les dépenses moins élevées l'année précédente. En effet, en 2009, le théâtre avait été fermé une partie de la saison en raison de travaux, ce qui avait conduit à une diminution du nombre de spectacles, avec pour conséquence un niveau plus faible de dépenses sur ce poste. Ensuite, tableau concernant donc les autres charges de personnel. Pardon. Les indemnités des élus apparaissent stables depuis 2010, les frais de mission, de formation et de représentation étant en diminution sensible sur la période et à un niveau très faible, 793 €. Les pertes sur créances irrécouvrables apparaissent peu élevées de 2009 à 2013, 9 832 €. Au titre des subventions de fonctionnement, on peut relever des variations significatives. De 280 000 € en 2009
elle diminue à 200 000 € en 2010 et 215 000 € en 2011, avant de monter à 455 000 € en 2012 et de diminuer à 268 000 € en 2013. Le pic de 2012 s'explique par le versement d'une subvention exceptionnelle au budget lotissement. Le détail des charges de personnel. Les charges de personnel représentent 52% des charges courantes. La rémunération du personnel a progressé de manière raisonnable entre 2009 et 2013, plus 2,2% en référence au tableau en annexe. On peut observer une augmentation plus dynamique du régime indemnitaire, plus 3,8%, liée pour les derniers exercices à une refonte du dispositif. Confère le point 6 sur la gestion des ressources humaines. Par ailleurs, la diminution de la rémunération du personnel non titulaire s'explique par la politique de titularisation des agents lorsque les besoins apparaissent pérennes et que les personnels présentent des qualités attendues. Les dotations aux amortissements sont stables sur la période. Alors vous avez ensuite les tableaux concernant le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, BFR, passe de plus de 300 000 € en 2011 à moins 956 000 € en 2012 et les soldes des budgets annexes passent de moins 63 000 à 577 000 € dans le même temps. Les explications sont les suivantes. Le besoin en fonds de roulement passe de plus 300 000 € en 2011 à moins 956 000 € en 2012 et les soldes de budget annexe passent de moins 63 000 à 577 000 € dans le même temps. Les explications sont les suivantes. Je me répète. Je l'avais vu ce midi, mais en fait... C'est moi qui m'a le découpé. Non, mais c'est pas grave. Tout le monde... Donc tout le monde suit, c'est bien. Je peux le reprendre? Vous avez compris, ok. Le budget principal a versé au budget lotissement une participation de 240 000 €, ce qui diminue le solde débiteur de ce budget sur le compte 4516 du compte de gestion. De plus, la ville a ouvert un budget annexe, maison de santé pluriprofessionnelle, en 2012. Les premiers acomptes des travaux ont été payés. Les premiers emprunts souscrits et les premiers acomptes de subventions ont été reçus par la commune. Il en est résulté un solde de créditeur sur le compte 4512 de 306 000 €, ce qui a diminué le BFR. On constate par ailleurs une augmentation conséquente des rattachements de recettes en 2012, plus 133 000 € entre 2011 et 2012. Les principales variations s'expliquent par le versement de participations non présentes les autres années, SMPVA via la communauté de communes, 80 000 €, contrat enfants-jeunesse, 43 000 €, la journée de l'environnement, 8 000 €. Enfin, la commune a constaté 311 000 € de titres impayés par la communauté de communes au 31 décembre 2012, 2 mois d'attribution de compensation, 289 000 € au titre émis en fin d'année, ainsi que le remboursement d'un salaire d'un agent, moins 22 000 €. Cette situation était due à une émission de titres le 12 décembre 2012, ce qui n'a pu être pris en compte par la communauté de communes au cours de ce même mois. La situation a été régularisée en 2013. La situation bilancielle. Les charges d'intérêt apparaissent stables sur la durée. L'encours de la dette a diminué régulièrement et de manière significative au cours de la période, moins 2,8 millions d'euros. Les caractéristiques de cette dette sont vues au point 4. Donc là, vous avez donc le tableau sur le fonds de roulement et la trésorerie. Le fonds de roulement net s'est nettement détérioré en 2013. Les immobilisations en cours s'étant nettement accrues, plus de 2 millions d'euros. Le maire, dans sa réponse, fait valoir que le besoin de certains investissements susceptibles de créer la croissance explique cette détérioration en 2013, laquelle n'est ainsi que conjoncturelle. La trésorerie nette apparaît après 23 jours de charges courantes au 31 décembre 2012.
oublié en haut. Si, mais je l'avais déjà lu. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Donc, la trésorerie nette apparaît faible avec 23 jours de charges courantes au 31 décembre 2012. La commune souligne qu'elle pratique la gestion de trésorerie dans une logique d'optimisation. Le budget annexe assainissement. Les taux de réalisation budgétaire. Les taux de réalisation des recettes et dépenses en matière de fonctionnement et d'investissement par rapport au crédit ouvert montrent que chaque année, le budget annexe assainissement ouvre des crédits pour des dépenses d'équipement comprises entre 0,8 million d'euros et 1 million d'euros, confère le tableau en annexe. Or, le taux de réalisation des dépenses d'équipement est faible de manière récurrente, 61,64% en 2009, mais 49,2% en 2012 et 58,6% en 2013. Les dépenses d'assainissement dépendent en bonne partie de crédits disponibles pour la réfection des voiries, puisque ces dernières doivent être refaites à l'issue des travaux d'assainissement. Si les crédits disponibles pour la voirie sont limités, les crédits relatifs aux dépenses d'investissement pour l'assainissement ne sont pas tous mobilisés. La répétition d'un taux d'exécution un peu faible conduit à suggérer de réduire le montant des crédits ouverts au titre de dépenses d'équipement liées à l'assainissement. En tant que de besoin, une décision modificative au dernier trimestre permettrait d'ajuster le montant des crédits nécessaires si les crédits initiaux apparaissaient insuffisants. Donc, d'où cette deuxième recommandation. La Chambre recommande d'adapter les prévisions du budget annexe de l'assainissement au niveau des dépenses de voirie couplées aux dépenses d'assainissement. Je pense que c'est très compréhensif. La formation de l'autofinancement. Les charges de fonctionnement étant systématiquement plus faibles que les crédits ouverts et les recettes étant proches des montants attendus, l'activité du budget assainissement dégage ainsi en moyenne une CAF d'environ 300 000 euros par exercice. Le financement de l'investissement. Ajouté aux recettes d'investissement, la CAF assure un taux de couverture des dépenses d'investissement supérieur à 100%. Le budget assainissement n'a donc pas eu recours à l'emprunt sur la période. Au 31 décembre 2013, le fonds de roulement représentait 4 années de charges de fonctionnement et près de 2 années de dépenses d'équipement. Il traduit soit une surcapacité à dégager des ressources par rapport à ses besoins d'investissement, soit une politique d'investissement insuffisante. La commune reconnaît que le budget assainissement dégage des sommes importantes ces dernières années. La totalité des sommes disponibles apparaissent à l'excédent de fonctionnement est inscrite en investissement. L'excédent de fonctionnement augmente, ce qui permettra un recours limité à l'emprunt lorsque les travaux de réfection de la station d'épuration seront dégagés entre 2015 et 2020. Engagés, pardon, entre 2015 et 2020. Ah, les fonds seront dégagés. Ça. Oui. Compte tenu du niveau d'endettement de la commune, la constitution de réserves financières pour des travaux importants sur la station d'épuration dans un avenir proche apparaît concevable pour la commune. La commune est néanmoins invitée à construire un budget plus proche de la réalité des besoins tant que le projet de station d'épuration ne sera pas totalement engagé. Selon le maire, la construction de cette station d'épuration dans les 2 ans à venir constitue une forme de provision pour la ville. Il serait dangereux de limiter les produits de fonctionnement pour ensuite être conduits à emprunter. Tableau suivant. Le budget annexe lotissement. La commune, dans sa politique de développement économique, a choisi de vendre des terrains relevant du budget lotissement à un prix symbolique afin de favoriser l'implantation d'activités économiques. Cela a pour conséquence de générer un déficit du budget lotissement qui doit alors bénéficier de subventions du budget principal pour s'équilibrer. Si le coût pour le contribuable peut paraître élevé, en revanche, doivent être prises en compte en compensation les ressources directes, taxe locale d'aménagement d'un montant de 258 000 euros pendant 2 ans, soit 516 000 euros, et les ressources indirectes que peuvent générer les implantations économiques sur un territoire, a fortiori quand celui-ci ne bénéficie pas des atouts géographiques et démographiques de villes plus importantes. L'équilibre du budget lotissement sur le moyen terme repose sur des hypothèses raisonnables, un reversement prévu contractuellement avec la communauté de communes
de 635 000 euros, issu lui-même des excédents générés annuellement par le syndicat mixte du Vendéopole Sud-Vendée Atlantique, des cessions de terrain pour 375 000 euros et le versement de taxes d'aménagement à hauteur de 516 000 euros. Ces produits permettront de financer le déficit et la dette de ce budget et de dégager un excédent. La dette. L'évolution des grandes caractéristiques de la dette. Au 31 décembre 2009, le coût de la dette de la ville de Luçon était très performant avec un taux moyen d'intérêt de 2,96% pour un encours de près de 23 millions d'euros. Toutefois, ce taux moyen résultait d'une part d'une forte baisse des taux courts sur le marché, ce qui se traduisait par un coût moyen de dette au taux variable très faible, 0,56%, et d'autre part d'un recours important aux produits structurés. Pour l'exercice 2014, la dette structurée représente en effet 36% de l'encours global. Les risques sous-jacents aux différents produits étaient très élevés. En tenant compte de la matrice de risque de la charte de bonne conduite Gisler, on constate cependant qu'une part majoritaire de 64% de la dette présente un risque de taux faible, alors même que la part des emprunts à risque élevé était significative, soit 13,4%. La commune a cumulé l'évolution de la dette pour 2014 et 2015 selon le tableau ci-après. Donc vous avez le tableau d'encours de la dette sur les recettes de fonctionnement. La capacité de désendettement permet de mesurer le nombre d'années qui seraient nécessaires si toute la cave brute était affectée au remboursement de l'encours de dette. Il apparaît que le ratio de désendettement s'améliore sur la période de 11,27 années en 2009 à 8,88 années en 2013, avec corrélativement une diminution de l'encours de dette par habitant de 2008 euros à 1722 euros. Toutefois, au regard de la moyenne de la strate, le niveau de l'encours de la dette demeure élevé, même si l'écart se resserre de 2,1 fois la moyenne à 1,79 fois. Les nouveaux emprunts souscrits entre 2009 et 2013 et les opérations de refinancement. La commune a souscrit 3 nouveaux emprunts en 2011, 2012 et 2013, confère le tableau en annexe. On peut observer que la mise en concurrence des organismes bancaires, de 7 à 10 établissements consultés, n'a pas conduit la collectivité à avoir un vrai choix, puisqu'une seule proposition chiffrée lui a été présentée à chaque consultation. Considérant que la part des produits structurés dans la dette de la commune était trop importante, la commune a procédé à des refinancements de ses emprunts en 2010 et 2011. Les opérations de restructuration ont permis de sécuriser une partie de la dette à un prix compatible avec les capacités de la commune, qui, d'une manière générale, a su tirer profit de ces opérations, aboutissant à un désendettement. Le volume de la dette, qui reste à un niveau élevé, a diminué sur la période du fait d'un contexte financier plus favorable. Certaines propositions de restructuration n'ont cependant pas été mises en œuvre, à juste titre, compte tenu du coût financier proposé par les organismes bancaires. Les efforts doivent donc être poursuivis au cours des prochaines années pour renforcer les marges de manœuvre financières de la commune. La commande publique. Les marchés les plus importants de la commune sur la période 2010 à 2013 ont été examinés. Pour 2013, giratoire d'une grande surface commerciale, 221 000 euros TTC, et pour 2012, gymnase des Commets, 1,4 million d'euros. Et les marchés à bon de commande, voirie, 1,4 million d'euros. Les délégations de l'Assemblée délibérante au maire apparaissent classiques conformes au texte du CGCT. Il y a des sujets que j'aimerais bien qu'on aborde. Il n'y a rien de subliminal. Hein. Les marchés des travaux relatifs à la voirie communale. Depuis 2010, un seul marché de réfection de voirie a été attribué en 2012.
Concernant les travaux généraux de voirie, il s'agit d'un marché à procédure adaptée et à un bon de commande conformément aux articles 28 et 77 du Code des marchés publics. Ce marché a été passé en 2012 pour une durée de 3 ans. Il a été constaté que les règles de publicité ont été respectées et que le contenu du règlement de consultation était précis. En matière d'analyse des offres, 3 entreprises ont répondu à l'appel d'offres ayant déposé leurs offres entre le 24 et le 27 février 2012. L'analyse a été faite dans un rapport daté du 1er mars 2012. Outre la célérité dans l'analyse, on peut relever le travail effectué. Une note synthétique rappelle la méthodologie, puis présente pour chaque entreprise les 2 notes obtenues et la note globale avant d'aboutir au classement des offres. 2 annexes sont jointes au rapport d'analyse. La première présente sur 28 pages l'ensemble des prix proposés par les 3 entreprises. La seconde présente 3 simulations pour 3 chantiers différents de l'ordre de 20 000 euros, 40 000 euros et 170 000 euros. L'intérêt de cette démarche est d'approcher de manière plus fine les coûts réels. L'analyse des offres de ce marché a été faite de manière précise. La procédure d'attribution du marché de l'aménagement du giratoire RD 949 Les Croix en 2013. On peut constater que les règles de publicité ont été respectées. 2 entreprises ont répondu à l'appel d'offres ayant déposé leurs offres entre le 5 et le 7 juillet 2013. L'analyse des offres a été faite dans un rapport détaillé du 9 juillet 2013. L'entreprise retenue obtient une note de 10 sur 10 au titre de la valeur technique de l'offre, dimension, hygiène et sécurité bien prises en compte, autocontrôle, moyens humains, provenance des matériaux décrits et acceptables, délai de 2 mois pour la réalisation des travaux. L'offre financière étant par ailleurs la moins élevée, elle obtient également 10 sur 10. L'exécution du marché a été par ailleurs conforme aux conditions initiales. Confère le tableau en annexe. Pour le gymnase des Commets, les règles de publicité de ce marché ont été respectées. Le choix des fournisseurs est acté par une décision du maire en date du 11 janvier 2013. Le lot 8 n'étant pas attribué. L'analyse des offres montre que globalement, l'estimation des besoins a été correcte avec un peu plus d'offres inférieures que d'offres supérieures aux estimations et qu'il n'est pas apparu d'anomalie dans l'établissement et la gestion des avenants ni dans la réception des travaux. La gestion des ressources humaines. Les effectifs entre 2008 et 2013. Les effectifs apparaissent globalement stables sur la période sous contrôle. Donc vous avez un tableau avec les emplois pourvus qui vous montre les effectifs entre 2009 et 2013. Le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire des agents de la commune de Luçon a été actualisé lors d'une délibération du conseil municipal le 13 avril 2010 qui a permis en particulier de prendre en compte les nouveaux textes réglementaires. Une nouvelle délibération a toutefois été prise un mois après, le 7 mai 2010, pour instituer la nouvelle prime de service et le rendement, puis en avril 2012 pour la filière sociale. Le coefficient proposé pour chaque prime va de 0 au coefficient maximal proposé par les textes. La collectivité a donc choisi la plus grande latitude possible dans l'octroi du régime indemnitaire. Il est réglementairement possible de ne pas aller jusqu'au coefficient maximal, qui peut être considéré comme trop favorable. Je crois qu'on prend toujours le maximal. L'analyse des chiffres de paye dématérialisés, des fiches de paye dématérialisées, par tri en fonction des codes de primes, montre que si certains agents bénéficient des coefficients maximaux pour les 2 primes dont ils peuvent bénéficier, cette pratique n'est toutefois pas généralisée. Enfin, les agents bénéficient d'une prime annuelle au titre dit des avantages acquis de l'article 111 de la loi de 1984. Elle s'élève à 1 300 €, valeur de l'indice brut 226 au 1er janvier de l'année en cours pour les agents titulaires et indice brut 303 pour les agents non titulaires versés en 2 fractions en juin et en novembre.